Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Quelques mots qui me viennent aujourd'hui sur le fait qu'on parle de sexualité. Et finalement, on parle de quoi quand on utilise ce mot sexualité? À quelque part, c'est un mot qui veut tout et rien dire, parce que plutôt que d'utiliser le mot sexualité, on pourrait aussi utiliser le mot vie. La sexualité, ça touche à tout dans notre vie. Je vais vous donner quelques éléments en éventail pour illustrer mes propos. Quand je suis un être humain, j'ai 3 systèmes nerveux qui agissent à l'intérieur de moi en permanence. J'ai le système nerveux dirigé. Si je veux attraper un stylo, j'attrape un stylo. C'est dirigé. J'ai le système nerveux autonome qui fait tout seul. Je vais pas dire à mon cœur, bas, il fait déjà tout seul. Et puis j'ai un 3e système nerveux qui est émotionnel. Toutes les larmes que j'ai pas pu sortir dans ma famille, elles sont logées quelque part. Et après, tout d'un coup, quand je regarde un film triste, je sais pas pourquoi, je me mets à pleurer. J'ai la larme facile, ce genre de choses. Ça s'appelle la théorie polyvagale. C'est super intéressant d'ailleurs, cette théorie polyvagale. Eh bien, notre sexualité, notre manière d'apprivoiser, d'appréhender, d'entrer dans la sexualité, c'est la même chose. Elle a déjà les 3 systèmes nerveux. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je dirige, il y a des choses qui sont autonomes, qui se déclenchent toutes seules, et il y a des choses qui sont émotionnelles. Alors à partir de là, vous imaginez, la palette, elle est large quand même. On peut imaginer si je viens dans notre parcours psychocorporel, psychosocial, dans ce voyage-là, quand je suis dans le ventre de ma mère, en tant qu'individu, j'ai le système autonome qui intervient, qui fait que mon érection, ma vasocongestion va s'allumer à certains moments et s'éteindre à d'autres. Ça, c'est tout à fait naturel. C'est comme si on regarde les courbes du système nerveux sur un ordinateur, d'accord? Comme quand on peut voir le cœur avec un électrocardiogramme. On peut le voir aussi, le système nerveux fait des jolies courbes sinusoïdales quand on le regarde. Donc c'est des jolies vagues comme ça, éteint, allumé, éteint, allumé. Ensuite, ce réflexe, quand je grandis, je vais l'utiliser d'une certaine manière. C'est-à-dire que souvent, les petits vont sentir cette manière de allumer, éteint. Ça leur fait des petits guilis, des petites chatouilles. Et puis, ils vont facilement aller découvrir. Un enfant, c'est curieux, tout ce qu'il veut, c'est découvrir le monde, découvrir les sensations, découvrir sa propre enveloppe charnelle pour se donner un sentiment d'identité, pour construire son être, en fait. Donc, à partir de là, il va s'explorer, il va sentir des choses. Ensuite, il va recevoir des messages, finalement, de « touche pas, c'est caca, c'est sale, ça se fait pas », qui peuvent l'encourager ou bien diminuer son exploration. Ça, c'est plutôt pour la partie de l'entourage social. Ensuite, physiologiquement, on peut aussi avoir des petits qui se stimulent. Souvent, c'est à l'heure de la sieste ou à l'heure du coucher. Et ça n'a rien à voir avec du sexe adulte, ça n'a rien à voir avec de la masturbation. C'est vraiment pour me rassurer. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant, je vais faire ça pour me rassurer. Et ça, je peux vous donner un exemple d'une étude qui est intéressante. C'est l'étude de Harlow avec les singes qui montre que on a autant besoin de liens que de boire et de manger. Ça veut dire que le petit singe qui est enlevé à sa maman à la naissance, c'est pas éthique. Aujourd'hui, on fait plus des études comme ça. Enfin, j'espère. Ce petit singe, on le met dans une pièce. D'un côté de la pièce, il y a une mère qui produit de la chaleur, qui bouge un petit peu éventuellement, mais qui ne donne pas de lait. De l'autre côté de la pièce, on a une maman, un robot aussi, froid, en métal, qui bouge pas, mais par contre, et qui a pas de fourrure, qui a pas de chaleur, mais par contre, qui donne du lait. Eh bien, ce petit singe, il va rester 12-13 heures dans les bras de la maman à fourrure, 1, 2, 3 heures par jour à aller boire, à aller s'alimenter, et le reste du temps, il va s'auto-stimuler dans la pièce. Alors, cette auto-stimulation, quand on a un manque de lien, elle est présente aussi chez l'être humain. Elle est présente chez les mammifères. C'est quelque chose qui est pas malsain, c'est quelque chose qui fait partie de notre construction.
Donc ces enfants humains, quand ils grandissent, ils vont aussi s'auto-stimuler à certains moments, aussi pour baisser leur stress, pour se donner ce sentiment d'existence, pour sentir leur corps, pour réguler leurs émotions. Et ça n'a rien à voir avec de la sexualité. Par contre, les messages avec un regard d'adulte qu'on peut porter là-dessus, qu'on peut leur donner, là autour, c'est important et ça va être des marqueurs. Alors à partir de là, je vous laisse imaginer déjà toutes les constructions qu'on pourrait avoir au niveau personnel, dans ma vie, dans mon éducation, au niveau des fonctions cognitives que je vais construire là autour, quelles croyances j'ai, au niveau de toutes les composantes relationnelles, est-ce que ça se fait pas, est-ce que c'est caca, on me dit que je peux pas regarder la zizette du copain, mais en fait de la copine, mais personne m'explique ce que c'est une zizette alors que j'ai des questions. Et à quelque part, aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'existe l'éducation à la sexualité et surtout de pouvoir donner des infos aux parents. De dire, parfois un enfant c'est curieux, mais comment on l'oriente plutôt que de le réprimer et lui donner honte de sa curiosité. Et alors, j'ai aussi mes propres composantes physiologiques des liens que j'ai faits. J'arrive jeune adulte, après l'adolescence, et là j'ai construit quelque chose en moi qui dit quand tu actives telle pression avec telle vitesse, avec tel muscle crispé, avec telle respiration, à telle fréquence de la journée ou de la semaine, à tel moment de la journée, et là égale à un déclencheur finalement. D'accord ? C'est pas un orgasme, c'est pas la même chose qu'une décharge de stress. Physiologiquement, il se passe pas la même chose dans le corps. Et ça, je pourrais vous l'expliquer dans une autre vidéo. Donc j'ai cette construction où finalement, souvent je me suis stimulée quand j'étais enfant à peu près de la même manière pendant des années tout le temps. Donc j'ai ça en moi. Et ça, j'arrive dans ma sexualité de jeune adulte. Et il suffit que tout à coup j'ai un rapport sexuel avec une autre personne. Et tout d'un coup, je suis dans ma tête en train de réfléchir, de me dire est-ce que je fais bien, est-ce qu'elle aime, est-ce qu'il aime. Et là, je perds le lien avec mon propre corps, donc il va chercher ce qu'il connaît. Il va crisper les fesses, les abdos, la mâchoire, il va aller à telle vitesse, il va aller à telle pression, ce qui fait que parfois on peut être déconnecté dans le rapport. Et je ne vais pas aller dans le détail de toutes ces composantes, c'est vraiment pour vous faire un survol. Donc j'arrive dans le monde avec ça en moi. Et puis ensuite, en fonction de mon histoire, de manière physiologique, finalement, ça c'est tout ce qui est corporel, je vais avoir des sources d'excitation sexuelle que je connais et d'autres que je ne connais pas. C'est-à-dire qu'est-ce qui m'excite, mais de manière physique, par le tactile, par le toucher. Est-ce que quand on m'effleure dans la nuque, derrière les genoux, ou bien est-ce que quand on me serre très fort et qu'on me pétrit comme une pâte à pizza, est-ce que ça m'excite ? Est-ce que je connais ce qui m'excite de manière physique ? Est-ce que j'aime les toucher doux ? Est-ce que j'aime qu'on prenne le temps ? Est-ce que j'aime qu'on me serre fort ? Est-ce que j'aime qu'on me prenne le visage et qu'on m'embrasse ? De sentir la langue de l'autre sur ma langue ? Est-ce que je connais ça ? Après, on a aussi la courbe. Pendant un rapport sexuel, qu'est-ce que je fais pour monter mon excitation et pour la maintenir ? Est-ce que je sais comment la maintenir ou est-ce que je me laisse faire ? Est-ce que je prends possession de mon corps dans la sexualité ou est-ce qu'il est passif ? Après, on peut avoir aussi toutes ces composantes personnelles. Donc, je vous ai dit l'éducation. Mais dans les composantes personnelles, il y a votre vie actuelle. Je vous donne un exemple. Si dans votre vie actuelle, vous avez un rythme de vie très, très, très intense, le matin au réveil, vous vous levez, boum, et petit déjeuner, la douche, et direct au travail. Et je suis déjà dans tous les sens, je réfléchis dans tous les sens, je vais très vite, et j'ai des rythmes de vie comme ça, et le soir, je m'écroule. Je passe d'un rythme très élevé, très intense à repos. J'ai aucun moment d'entre-deux. Donc pourquoi j'arriverais à en avoir un dans la sexualité ? Il y a aussi dans votre vie actuelle, dans les données personnelles, votre plaisir. À quel moment j'ai du plaisir dans la vie ? À quel moment je fais les choses parce que je dois ou à quel moment je fais les choses par plaisir ? Par exemple, je fais du sport parce qu'il faut m'entretenir ou je fais du sport par plaisir parce que je sens que ça me fait du bien. C'est pas la même chose. Si dans ma vie, je m'autorise pas le plaisir, ou que j'en ai pas réellement, ou que je me laisse porter un petit peu par la vie, pourquoi j'arriverais à avoir du plaisir dans la sexualité ?
Ensuite, on peut, dans ce qu'on nomme, dans le grand nuage de la sexualité, on peut avoir l'assertivité. Est-ce que je me fais confiance? Comment je pose mes limites dans le monde? Comment je m'exprime? Comment je dis non? Comment je dis oui? Comment j'exprime mes besoins? Et puis, comment je me définis en fait comme personne? Par exemple, comme femme par rapport aux autres femmes. C'est quoi être une femme pour moi? C'est quoi être une femme par rapport à une autre femme? C'est quoi être une femme par rapport à un homme? C'est quoi être une femme dans la société? Et c'est quoi être une femme dans la sexualité? Ou un homme, par exemple. Il y a mon désir. Est-ce que je connais ce que je désire? Parce que le désir, c'est quelque chose en fait, le terme désir, c'est quelque chose que j'ai pas et je voudrais que ça vienne me nourrir. Je désire que ça rentre en moi. Donc, à quelque part, le désir, c'est aussi le rêve d'avoir un rapport avec l'autre, d'avoir une intimité. Et entre le désir qui est imaginaire, d'accord, qui est une pensée, qui est de l'éther, et la réalité qui est palpable dans le corporel, dans les composantes physiologiques, c'est pas la même chose. Donc il y a ça aussi. Il y a notre imaginaire sexuel. Est-ce que j'en ai un? Est-ce que j'en ai pas? Est-ce que je me vois dedans? Est-ce que je me vois pas dedans? Est-ce que j'ai des rêves érotiques? Qu'est-ce que j'en fais? Et puis tous les codes. Comment j'aime qu'on m'approche dans la sexualité et comment j'aime approcher l'autre? Est-ce que je m'intéresse à comment l'autre aime être approché ou pas? Puis on a cette fameuse émotion, cette émotion qui nous traverse tous les jours, qui est en nous, qui nous donne des indicateurs sur ce qu'on vit. La colère montre peut-être qu'on a une frustration. La tristesse montre qu'on est dévitalisé par quelque chose, peut-être pas considéré à terme. Et l'intensité émotionnelle, c'est aussi quelque chose qui se traduit dans le corps. Par exemple, le lâcher-prise. Comment j'arrive à lâcher prise dans la sexualité? Tout simplement le lâcher-prise physique, de faire de pouvoir respirer pendant un rapport sexuel. Est-ce que j'y arrive? Est-ce que je sais faire? Est-ce que je suis à l'aise? Comment je montre mon émotion à l'autre? Comment j'arrive à regarder l'autre dans les yeux ou est-ce que je suis tout le temps obligée de mettre ma tête dans son cou? Parce que la connexion émotionnelle, de brancher la prise, de la vulnérabilité, c'est compliqué pour moi. Je sais pas faire ce truc. Je sais pas respirer quand on me touche. Je me mets à bouger dans tous les sens ou à me figer quand je suis dans l'intimité. Ça fait partie de la vie de tous les jours. Tout ce que j'énonce, c'est pas forcément dans le sexe. Ce qui fait partie aussi de la vie de tous les jours, c'est toutes nos croyances. Si j'ai la croyance que le sexe c'est ci ou c'est ça, ou que mon partenaire doit faire ci ou ça, peut-être que ça vient de ma construction psychosociale, et peut-être ça vient pas de moi. Et je peux me poser la question aujourd'hui, mais moi, qu'est-ce que je crois par rapport à ça? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je souhaite? C'est quoi mes connaissances autour de la sexualité que peut-être je peux peaufiner? Aller lire des choses, m'instruire, faire de la psychoéducation, enlever des tabous peut-être, et peut-être changer mes idéologies là autour. Dans mon système de pensée de manière générale, il y a des jugements de valeur, de ça on peut faire et ça on peut pas faire. Mais peut-être qu'ils viennent pas de moi, peut-être qu'ils sont construits, et même si dans mes valeurs c'est comme ça, mon ou ma partenaire, ça va être différent. Donc, si on passe pas par la phase communication, il se passe rien. Mais ça, c'est pour tout dans la relation. Pour tout. On peut aussi parler de communication autour de la sexualité. Comment je communique autour de mon intimité? Est-ce que c'est un truc facile pour moi à faire ou pas? Comment je me sens par rapport à ça? Est-ce que je reste pendant 10 ans avec quelqu'un, mais on parle jamais de notre intimité, on fuit ça tous les deux? Mais vous imaginez, laisser rentrer quelqu'un à l'intérieur de son corps ou entrer dans le corps de quelqu'un, c'est pas rien. On peut partager ça, quelque chose du plus intime, de faire rencontrer des sexes, mais pas en parler. Donc ça, c'est des constructions qu'on a en général à tous les niveaux de notre vie. Dans nos relations, de manière générale, on le reproduit, si je dois dire, au lit. Voilà, je le dis comme ça. Donc, ce qui intervient aussi dans la sexualité, c'est le sentiment amoureux. Quand j'ai un cocktail hormonal, je suis assez shootée, mais ça dure pas forcément longtemps. Quelle différence je fais entre un amour qui se construit et un amour qui finalement est encore sous hormones du bonheur? Quelle différence je fais entre une sexualité que je juge monotone et une sexualité pleine de surprises? Et puis, à quel moment j'ai envie d'explorer des nouvelles choses?
Ça dit quelque chose de moi dans la vie de tous les jours. Si je fais tout le temps la même chose par répétition, ça m'empêche de découvrir que peut-être quand je ralentis, je peux sentir différemment, je peux explorer d'autres choses, du slow sex, du tantra, des jeux érotiques. Et que peut-être ça va me permettre de faire grandir tellement d'autres choses dans ma vie. Imaginez tous ces éléments cognitifs, personnels, éducatifs, psychosocial, physiologique, corporel, cognitif, toute cette construction, c'est la construction de notre vie. C'est une logique. Quelques cases ont été trop remplies, d'autres moins, d'autres sont vides, d'autres de manière adéquate. Et puis c'est une redécouverte de soi-même. Rien qu'au niveau émotionnel, comment je lâche prise quand on me touche, ça n'a rien à voir avec de la sexualité. Mais si je suis pas capable de le faire dans mes relations affectives, amicales, je peux pas le faire dans la sexualité, c'est quelque chose qui s'apprend. Alors, pour moi, il veut rien dire ce mot parce que déjà, c'est un processus, c'est un apprentissage, c'est une redécouverte permanente de soi et de la relation. Et puis, ça touche à tout dans notre vie, vraiment à tout. Alors, si vous souhaitez en savoir plus, si vous avez des sujets particuliers sur lesquels vous voulez des infos concernant la sexualité, je vous en fais volontiers. D'autres vidéos vont arriver aussi sur le sujet les mois à venir. Et peut-être quelques méditations aussi pour vous aiguiller. Et n'hésitez pas aussi à partager cette chaîne, à mettre des commentaires avec ce que vous souhaitez savoir. Et puis, moi, je vous dis à tout bientôt et une très bonne journée. Merci pour votre écoute.